Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à participer à ce séminaire de conférence lors des journées santé solidarité d'Aventurine. J'interviens aujourd'hui sur un sujet qui est l'institution familiale face à la crise sanitaire. Je me présente rapidement, je suis Xavier Collet, enseignant en droit notamment et régional de l'Étape, puisque je suis du Génois. Mais je connais déjà beaucoup d'entre vous, car depuis 2020 nous avons milité ensemble et ensemble nous nous sommes aussi réinformés auprès de véritables experts. Et je ne parle évidemment pas des experts du gouvernement et de Big Pharma qui s'incrustent sur nos plateaux TV. Nous avons donc pu analyser la crise sanitaire à travers deux prismes complémentaires. D'abord celui de la santé, en dénonçant les effets de l'injection dite anti-Covid. Et puis celui de nos libertés, en interrogeant notre statut. Sommes-nous encore libres ou déjà des pions dans un projet de société qui nous échappe? N'étant ni chercheur ni médecin, je laisse à de plus compétents les seringues et les chiffres de pharmacovigilance pour me concentrer sur ce qu'on a fait de nous et de nos enfants. Puisque ce séminaire est consacré à l'éthique, revenons aux fondamentaux et parlons de nos droits naturels, car tout commence par cette vérité simple et première. Nous sommes naturellement libres de corps et d'esprit. Ces libertés, qui nous sont individuelles, sont aussi appelées des droits naturels car elles ne viennent pas d'une loi, d'un président ou d'un accord international. Elles existent parce que nous sommes libres originellement. Nos droits naturels s'appuient sur le fait qu'être libre, c'est être propriétaire de son corps et de son esprit. Et donc, puisque notre corps nous appartient, nous en disposons librement, et personne ne peut décider à notre place de ce qu'on y injecte ou pas. Puisque notre esprit est unique et nous appartient tout aussi bien, nous disposons de notre liberté de penser, de choisir, de nous exprimer, même si cela déplaît. Et puisque tout ce que nous créons avec notre corps et notre esprit nous appartient, nous sommes aussi propriétaires de nos créations et du fruit de notre activité. C'est là le fondement du droit de propriété. Nos droits naturels ont un complément qui est le principe de subsidiarité. Le mot est un peu technique, mais l'idée est simple. Le niveau supérieur n'intervient que si le niveau inférieur ne peut pas agir. Pour un enfant, exercer soi-même ses droits suppose le discernement. Il s'en remet donc au niveau immédiatement supérieur qui est ses parents, supposés le protéger. Si, et seulement si les parents ne sont pas capables de le protéger, on s'en remet au niveau immédiatement supérieur, qui est la famille élargie. Et si celle-ci à son tour est incapable de protection, il convient de solliciter le niveau encore supérieur, qui est la communauté. Et l'État n'arrive qu'en dernier recours. Donc, quand l'État se mêle de l'éducation morale ou médicale d'un enfant contre la vie des parents, eh bien voilà une violation pure et simple du principe de subsidiarité. C'est le principe de subsidiarité qui fonde les prérogatives éducatives de la famille. Et l'article 371.1 du Code civil le codifie, en précisant que l'autorité parentale appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, dans sa santé, dans sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement. Cet article du Code civil est bien conforme au respect de nos droits, comme ce devrait être le cas pour toutes les lois. D'ailleurs, le principe de subsidiarité s'applique aussi à la défense de nos droits naturels. Certes, nous avons le droit de punir ceux qui portent atteinte à nos droits naturels, mais exercer ce droit individuellement est risqué. Et si nous l'exerçons au niveau de notre communauté, on parlera de dérive mafieuse ou de communautarisme. Nous en mettons donc à l'État pour exercer ce droit collectivement, et c'est bien légitime. C'est ce qu'on appelle le contrat social d'ailleurs. Puisqu'en théorie nous acceptons donc des lois, même contraignantes, mais conformes à nos droits, cela suppose qu'en échange de notre acceptation, l'État remplisse sa part du contrat en défendant nos droits naturels. Nous attendons donc de l'État qu'il remplisse sa part du contrat, j'insiste là-dessus, en nous protégeant contre les agressions, les contraintes, les vols et les déprédations. C'est la seule raison d'être des lois. Mais les États ont trahi ce contrat depuis belle lurette. Pour ceux qui ne s'en étaient pas encore rendus compte, il suffit d'observer la façon dont nous avons été traités lors de la crise sanitaire. En pratique, dès mars 2020, l'état d'urgence sanitaire viole la libre disposition de notre corps et de notre esprit. Et oui, la libre disposition de notre corps n'existe plus, quand nous ne pouvons plus librement aller et venir, puisque nous risquions 6 mois de prison pour sorties répétées non indispensables pendant le confinement, puisqu'il nous était interdit de visiter nos anciens, de nous soigner, de pratiquer un sport en club, d'aller au restaurant, de participer à une sortie scolaire, de franchir une frontière sans passe sanitaire ou QR code, puisque nous perdions nos années d'études, notre métier,
quand nous avions la vocation de soigner, de secourir si nous étions pompiers, de travailler dans un service médico-social, faute de nous laisser piquer. D'ailleurs, pour aller plus loin, les socialistes ne se priveront pas de déposer une proposition de loi pour une injection généralisée à tous les Français adultes. Et cerise sur le gâteau, nous avons subi une campagne de haine publique, non réprimée par l'Arcom, puisque la haine légale est monopole public. Rappelons à ce sujet les propos d'un chroniqueur de BFM, Emmanuel Le Chypre. Je le cite. « Les non-vaccinés, je ferai tout pour en faire des parias de la société. Moi, je les attends. On vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Il faut aller les chercher avec les dents et les menottes. Et la libre disposition de notre esprit, qu'en ont-ils fait? Quand des personnalités comme les professeurs Montagnier, Perron ou Raoult ont été traités de complotistes et tout le mouvement anti-pass est devenu anti-vax, complotiste et sectaire, selon le narratif établi institutionnellement. Quand le 13 juillet 2021, Viginum, une nouvelle agence d'État, est créée et placée sous la direction du secrétariat général de la Défense pour traquer les activités de nature à altérer l'information des citoyens. Réinformer, disons-nous. Propager le complotisme, répondent-ils. Et nous voilà alors délinquants pour disposer librement de notre esprit. Car où est la libre disposition de notre esprit quand la seule information permise des citoyens est de la propagande intériorisée? Le principe de subsidiarité n'a pas non plus été oublié. Avec la loi du 5 août 2021, l'État se substitue d'autorité aux parents. Dès 16 ans, un mineur peut se faire injecter sans accord parental. Entre 12 et 16 ans, un seul parent suffit. L'opposition de l'autre parent ne compte pas. Dans le mois qui suit, soit dès la rentrée 2021, des vaccinodromes sont installés dans tous les collèges et lycées avec formulaire d'autorisation d'un parent pour les 12-16 ans. Dans certains départements, des enfants placés, dont les parents ne sont même pas en théorie déchus de leurs droits, ont fait l'objet de formulaires pour lesquels le refus des parents n'était tout simplement pas prévu. Je vous lis un extrait de cette lettre reçue par un de ses parents. Ouvrez les guillemets. Nous vous faisons parvenir une autorisation parentale que vous devez remplir et signer pour autoriser le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à faire vacciner, contre le Covid-19, votre enfant par un des professionnels dédiés à cette mission. Si votre autorisation, et on ne parle pas de possibilité de refus, ne nous parvient pas dans ce délai de 15 jours, la loi permet au président du conseil départemental d'autoriser la vaccination de votre enfant. Voilà donc pour les enfants qui avaient été enlevés à leurs parents, sur décision de justice. Voilà comment ils ont été traités. Et on peut penser qu'ils ont tous été vaccinés, quoi que les parents aient à en dire. C'est ce qui s'est passé. Et sans aller au fond des détails, je n'invente rien. Pourtant, il faut rappeler que le mandat de nos gouvernants, d'après le contrat social dont j'ai fait mention, se limite à réaliser toute action nécessaire afin de protéger nos droits naturels, qui sont la libre disposition de notre corps et de notre esprit. Rappelons que la Constitution est en principe là pour garantir que l'État ne saurait porter atteinte à ses droits inaliénables. Mais tout cela est bien beau, mais à une telle échelle, on pouvait penser que ça n'arriverait jamais, et pourtant c'est bien arrivé. Nous constatons que nos représentants élus, ceux qui parlent en notre nom, ont disposé de nos droits naturels et porté atteinte au principe de subsidiarité, et que nul contre-pouvoir ne nous a garanti contre ce viol. Ainsi, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont validé ces atteintes au contrat social. Ils les ont justifiées par la proportionnalité des atteintes à la liberté d'aller et venir et à celle du travail, puisque tout cela était fait pour le bien de tous. C'est bien ce que signifie cette notion de proportionnalité. On peut porter atteinte à nos droits si c'est dans notre intérêt. Mais qui connaît notre intérêt à part nous-mêmes? Voilà donc une réponse pour tous ceux qui pensaient qu'en démocratie, nos libertés individuelles étaient protégées. Mais en réalité, il n'en est rien, puisque cela sera justifié a posteriori par les prétendus gardiens de nos libertés, Conseil constitutionnel et Conseil d'État. Et ne comptons pas sur le pouvoir judiciaire, ni sur l'ordre des médecins, qui ont appliqué avec le plus grand zèle ces mesures liberticides. Et comment en sommes-nous arrivés là? Comment avons-nous été trompés à ce point? Eh bien, pour que la pilule passe, un minimum de consentement à cette servitude est nécessaire. Ils ont testé, ça a marché, et voilà les arguments développés par l'État. Pour les connaître, ces arguments, j'utilise des éléments du kit de débat de l'Éducation nationale, vaccination, débattre pour mieux comprendre, qu'on trouve sur le site EduScol. Ce kit se structure autour d'un documentaire et d'un jeu de rôle utilisant des cartes. Il avait pour objectif de confronter des partisans de l'injection à des antivax.
Le premier argument qui est développé, à travers ce kit notamment, est le suivant. Les parents n'assument pas leur rôle de protection. Si des mineurs n'ont pas été injectés, c'est que leurs parents s'y sont opposés. Les institutions doivent donc convaincre les jeunes, y compris contre l'avis de leurs parents. Voilà pour le viol acceptable du principe de subsidiarité. Ceci est expliqué par la fiche de Stéphanie Lejeune, personnage fictif inventé par le kit. Voici sa fiche. Mes parents n'ont pas voulu que je sois vacciné contre l'HPV. Ils ont entendu tellement de rumeurs contre les vaccins. Aujourd'hui, j'ai 18 ans et c'est à moi de décider. Les informations que j'ai pu trouver me confortent dans le choix de me faire vacciner. Voilà le premier acte d'autonomie de Stéphanie Lejeune, qui écoute les informations dispensées par l'État contre les conseils de ses parents. Bel acte d'autonomie en réalité. Deuxième argument est le suivant. Le piquage Covid rentre dans l'arsenal théorique de justification de l'intervention de l'État. Il en va ici de la santé publique. Il faut l'expliquer aux adultes et aux enfants, puisque cette atteinte à notre corps était pour le bien de tous. Donc l'argument est bien l'intérêt général. Voilà le deuxième viol du principe de subsidiarité. Les décisions à prendre pour vous ne dépendent plus de vous, mais de l'État, qui seul sait ce qui est bon pour vous. Vous n'êtes pas compétent en termes de santé publique, sachez-le. Alors, on place pour cela la carte du philosophe Aristote le Sage. Il dit la chose suivante. Je pense qu'il faut mettre en avant l'intérêt collectif en ce qui concerne la vaccination. Si suffisamment de personnes sont vaccinées, alors tout le monde profite de l'immunité de groupe. Je pense donc que c'est normal que chacun joue le jeu. Cet argument est ensuite renforcé par des cours d'économie sur les prétendues limites du marché, avec la notion d'externalité. Il s'agit d'un concept habituellement utilisé pour justifier l'intervention de l'État dans nos choix individuels. Dans la même logique, on considère l'individu incapable à son niveau de faire les meilleurs choix le concernant. Pour préciser, une externalité, c'est un effet que notre comportement crée sur les autres sans compensation. Ainsi, l'externalité négative, la plus souvent utilisée, est la pollution. Par exemple, celle que cause le fumeur de cigarettes à son entourage et à la société par son comportement de fumeur. Il pollue et il fait payer à d'autres le coût de sa maladie, des maladies du tabac via le pseudo-principe de solidarité de la sécurité sociale. Une analogie est faite avec les non-piqués. Par leur comportement rebelle, ils sont présentés comme des pollueurs à mettre à l'écart. Des gens dont la sécurité sociale ne devrait pas payer des soins, puisqu'ils acceptent de se rendre malades. Et même des terroristes sanitaires, surtout en ce qui concerne les jeunes, qui sont porteurs sains et qui vont tuer leurs grands-parents en se rendant à leur anniversaire. Mais là encore, je n'invente rien, voir les publicités télévisées du gouvernement. Au contraire, l'acceptation de l'injection de la Spike dégagerait une externalité positive, puisque le vaccin anti-Covid profite aux non-vaccinés, qui bénéficient alors de l'immunité de groupe. Ce sont des passagers clandestins. C'est ce que nous dit Aristote le Sage, l'autre personnage fictif que nous avons déjà cité. Il dit la chose suivante. Pourquoi certaines personnes bénéficieraient-elles des avantages apportés par les comportements des autres, alors qu'elles prétendent les désapprouver? Le raisonnement est savoureux. En fait, secrètement, nous approuvons tous la politique sanitaire. Et puisque nous voulons éviter d'attraper le Covid, nous espérons que tous se feront vacciner, sauf nous. C'est ça, notre comportement de passagers clandestins. Nous n'acceptons pas de payer le prix que d'autres paieront pour nous couvrir. Mais avec un tel raisonnement, la thérapie génique devient conforme à l'intérêt de tous, puisqu'elle nous protégerait tous, vaccinés ou non. Elle doit donc logiquement être financée par la collectivité, et pour que chacun joue le jeu, il faut la rendre obligatoire. Voilà le raisonnement que nos enfants sont invités à adopter. Ce débat est aussi l'occasion de réclamer un contrôle de l'information pour protéger les hésitants et les anti-vax des arguments émotionnels ou complotistes véhiculés par des médias non contrôlés et par les réseaux sociaux, qui échappent encore au carcan de la censure. Enfin, plus ou moins. Alors que les cartes pro-piquage, elles, reposent sur des arguments scientifiques validés par l'OMS. Merci Bill Gates. Merci pour ta parole de vérité. La fiche Stéphanie Lejeune conclut logiquement. Pourquoi ne pourrait-on pas recevoir plus d'informations dans les lycées pour aider les jeunes à décider? Pour aider les jeunes à décider. Des informations validées, qui aident à décider, qui sont véhiculées dans les lycées, pour faire le contrepoids de ce que l'on entend chez nous. Ça fait peur. Si c'est ça le rôle de l'État, alors oui, ça fait peur. Pour les derniers de la classe, moins réceptifs aux kits de propagande,
tout a aussi été prévu. Skyrock, leur radio, lance l'opération Ça va, ça vax. Un vaxibus Skyrock se déplace dans les grandes villes de France pour proposer aux jeunes qui acceptent de se faire injecter la diffusion d'une dédicace en direct sur les ondes. On y distribue aussi des t-shirts Skyrock, des rappeurs sont recrutés comme Booba, qui fait une apparition dans le bus. Le but est de convaincre ceux qui ne seraient pas venus spontanément. Comme l'explique Stéphanie Talbot, la directrice adjointe de l'autorité régionale de santé 93 dans la dépêche du 15 septembre 2021, il faut prendre les gens sur le vif, les persuader sur l'instant. Autrement dit, il faut surtout les aider à ne pas trop réfléchir, plutôt à agir d'instinct, à faire comme les autres, à suivre leurs petits copains. On pensait qu'on était déjà là, au ras des pâquerettes, mais on peut aller encore plus loin. Pour le masque à l'école obligatoire dès 6 ans, une campagne crétinisante est organisée aux États-Unis par Warner Media. Elle fait porter des masques Covid à ses héros. Harry Potter, Frodon du Seigneur des Anneaux, le Joker, dont on connaît bien l'altruisme, et tout ça sous prétexte de responsabilité sociale, car chacun connaît donc l'altruisme et l'esprit de responsabilité sociale du Joker, bien évidemment. Alors, on peut aussi opter pour une campagne vulgaire, bien franchouillarde celle-là, par un médecin de plateau, qui nous dit la chose suivante, avec ce slogan, comme dans le slip, tout le paquet doit être à l'intérieur, on ne laisse rien déborder. On a affaire là à des tests qui ne sont pas tant des tests sanitaires que des tests de servitude volontaire à la 1000 grammes. Ils n'ont pas été seulement menés en France, Le monde a été touché. Aux États-Unis de Biden, en août 2021, une juge du comté de Cook dans l'Illinois a suspendu le droit de garde et de visite d'une mère, Rebecca Furley, de 39 ans, tant qu'elle n'était pas injectée contre le Covid-19. Heureusement, depuis, la situation aux États-Unis a évolué dans le bon sens. Au Canada, par contre, où rien n'a changé, en février 2022, un père non injecté à la Spike a perdu temporairement les visites en présentiel de ses 3 enfants, dont l'un était immunodéprimé. Le tribunal a estimé que son refus de se faire injecter constituait un risque sanitaire inacceptable pour l'enfant vulnérable. En Allemagne, des signalements aux services sociaux ont été réalisés pour refus de test avec intervention de la protection de l'enfance dans les familles. Et on sait ce que fait la protection de l'enfance dans les familles, en Allemagne comme en France. En Australie, des juges ont évoqué des positions anti-masques comme critère justifiant de suspendre une garde temporaire afin de garantir la sécurité de l'enfant. La surveillance des réseaux sociaux, des opinions sur la crise sanitaire et des réactions de nos enfants relèvent bien sûr du contrôle des esprits, mais aussi d'une volonté de rééducation, mettant en cause le droit des parents à éduquer leurs enfants. Un tel projet cristallise des positions politiques, opposant d'un côté les défenseurs des libertés individuelles, présentés comme libertariens, complotistes, trumpistes, voire fachosphères, et de l'autre, les promoteurs du tout-État avec l'influence de nombreux lobbies, dont ces grands laboratoires pharmaceutiques, mais aussi McKinsey qui a inspiré la politique sanitaire, et l'Open Society de Soros sur des positionnements de lutte intersectionnelle autour du féminisme, du gender, de l'antifamilialisme, du woke en général. Et vous allez voir, ces groupes-là sont en embuscade. Justement, sur le simple aspect antifamilialiste, c'est-à-dire la critique destructive de l'institution familiale, la crise sanitaire a permis un véritable acharnement. Le confinement et l'opposition certes marginale de parents à un endoctrinement des enfants dans le narratif gouvernemental de la crise sanitaire a permis de dénoncer le principe même de l'autorité parentale. Allant dans ce sens, les services de la prétendue aide sociale en France ont redoublé d'activité, avec une augmentation très sensible des enlèvements d'enfants à leurs familles depuis 2021. Ils ont profité aussi d'une interprétation très large de la notion de maltraitance depuis la loi sur les violences éducatives ordinaires de 2019, puisque gronder un enfant devient une maltraitance psychologique. Ainsi, un flyer distribué largement par la protection de l'enfance, suite à une séance d'information de jeunes, commence par mettre en cause des droits très élargis de la famille sur l'enfant. Pour ce flyer, ces droits relèveraient d'une domination, ce qui suppose des intérêts divergents opposant les enfants à leurs parents. Cette domination est atténuée par les institutions publiques, protégeant les enfants contre les parents en ouvrant des sas de respiration. Je n'invente rien là encore, le terme est utilisé. Le flyer contient ensuite un appel à dénoncer des violences familiales. Pour aller plus loin, précisons que une certaine Peter Bromerx, mise en avant dans le flyer, s'exprime sur un site dénonçant le patriarcat-capitalisme, sur un site qui s'appelle Sortir du capitalisme. Rappelons encore que Vincent Peillon entendait en 2012 arracher l'enfant à ses déterminismes, parmi lesquels le déterminisme familial.
Vincent Peillon, on s'en rappelle, il s'agit de l'éphémère ministre de l'Éducation de l'époque. Il est temps de faire un bilan critique sur tout ce que nous avons vécu. La première constatation, c'est que nos droits naturels deviennent des permissions révocables. La deuxième constatation, c'est que l'autorité parentale est dépassée, oppressive et patriarcale, selon eux. La troisième constatation, c'est que la politique de la peur permet de suspendre nos droits au nom de l'intérêt général. La quatrième, c'est que constater le narratif officiel, c'est faire preuve de complotisme. Enfin, la cinquième nous servira de synthèse. L'évolution est donc de nature totalitaire, avec l'introduction d'une notion de think crime, sous prétexte de lutte contre le complotisme, et d'une dénonciation du rôle éducatif des familles. Alors, à nous de montrer que nous ne sommes pas nés pour être des esclaves dociles au QR code, mais pour transmettre à nos enfants un héritage de liberté. Car la vraie injection dont nos familles ont besoin, c'est celle d'un antidote, l'intelligence et le courage. Je vous remercie.